Les examens officiels 2024 écrivent la page en ce moment sur le triangle national. Les épreuves du baccalauréat sont passées la semaine dernière avec une odeur ou une entre de fuite tout de suite démentie par les responsables de l'office qui sont encore à pied d'œuvre pour boucler le calendrier pour ce qui concerne les examens de l'office du baccalauréat. Quel est le poids du baccalauréat aujourd'hui au Cameroun? À quelle porte mène-t-il et pourquoi des acteurs de l'ombre s'évertuent-ils à jeter du discrédit sur cet examen? Twilight ce soir questionne le déroulé des différentes épreuves du baccalauréat et table sur les perspectives. Question d'éclairer les lanternes. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleurie et aguerrie m'accompagne ce soir pour débattre de cette question. Une pause et on se retrouve bien installé. Tous les jours, retrouvez sur CRTV News, 24 heures sur 24, l'actualité en continu. Reportages, interviews, analyse, décryptage. Nos reporters et nos correspondants nous emmènent là où l'actualité nous appelle. CRTV News. Moïse Ndoumou Nvomo, plègue proviseur des lycées, de l'enseignement secondaire, professeur de philosophie à la retraite, proviseur émérite, écrivain et par ailleurs conseiller régional du Sud, est sur ce plateau ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma fille. Autre invité, notamment à vos côtés, Pascal Armand Boyomo Ngok, surveillant général au collège catholique Notre-Dame de la Paix de Mfou. Vous avez effectué le déplacement. Merci, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur la table du débat également ce soir, Dr Frédéric Achille Nzana Nkolo, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire et professionnel en service au lycée bilingue de Nkoleton, c'est à Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Bien le bonsoir, merci. Germain-Claude Bernard est également parmi nous. Il est le promoteur d'un groupe de préparation au concours d'entrée dans les grandes écoles. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Alors, je vous convie tout de suite à retourner sur cette actualité qui a marqué les examens de l'office du baccalauréat, notamment ces épreuves écrites. On en parle de fuite. Qu'est-ce qu'il en est? Je vous propose de regarder tous ensemble cette enquête de Elvie Angéline Ballet. Le baccalauréat de l'enseignement général subit une dure épreuve, celle d'une supposée fuite des épreuves écrites. La folle rumeur embrase les réseaux sociaux. D'abord, un lanceur d'alerte qui poste prétendant avoir des preuves, des photos, captures d'écran et même des vidéos pour étayer sa thèse. Vient ensuite un soi-disant candidat affirmant avoir eu ce qu'on appelle communément l'eau. Donc quand on a donné les preuves une fois, tu as seulement commencé à répondre. Ces épreuves qui auraient été vendues au marché noir sont pourtant méconnues de l'office du baccalauréat. Le directeur des examens de l'enseignement secondaire général, lors de son passage à l'émission Entretien avec Asia TV News, l'a martelé. À notre niveau, pour l'instant, il n'y a pas de fuite d'épreuves et nous pensons qu'il n'en y aura pas. Propos confirmés au ministère des enseignements secondaires où l'on parle de fake news. Tous ces groupes WhatsApp qui s'amusent, n'est-ce pas, à diffuser auprès des candidats qu'ils sont détenteurs d'épreuves, c'est tout simplement des faussetés, ce sont des arnaqueurs. On parle de la confidentialité. Le ministère prévient toutefois certains enseignants véreux qui prétendent détenir les épreuves. Ce sont des infractions qui sont prévues et réprimées par le code pénal. Ceux qui sont en train de jouer
avec l'examen qui relève de la souveraineté de l'État, ils vont subir la dureté de la loi. Nous appelons à l'attention des parents, des candidats et même des candidats eux-mêmes de ne pas céder à cette distraction qui pourrait leur coûter très cher. Mettre la main sur les épreuves avant l'heure peut laisser un goût amer parce que pour les responsables, une capacité intellectuelle faussée d'avance peut conduire dans le fossé. Alors, place au débat à présent. Vous l'avez suivi en même temps que moi, cette fuite qui a notamment été démentie par les autorités compétentes en la matière. Aujourd'hui, monsieur le proviseur, vous avez d'antan superviser tous ces examens-là. Qu'est-ce que vous pensez du déroulement des épreuves de bac de cette année 2024? Vous le dites si bien, ma fille. J'ai passé plus de 35 ans dans le circuit de l'enseignement, non seulement comme enseignant de philosophie une vingtaine d'années durant, comme inspecteur pédagogique, comme proviseur chef d'établissement, dont 13 à Yaoundé sans désemparer. C'est pour dire effectivement que nous avons suivi de bout en bout le processus et nous sommes de ceux-là et qui pensent qu'en cette période d'incertitude et d'angoisse existentielle, au moment où nos jeunes scrutent avec anxiété un horizon contour flou, dilué derrière la ligne de crête de lendemain et qui semble vouloir déchanter, ils se tapent dans certaines officines des esprits, je ne dis pas malveillants, mais mal pensants, et qui se donnent beaucoup de peine pour jeter du discrédit sur notre circuit de certification, d'évaluation. Et c'est pour cette raison que j'ai l'impression que cette rumeur qui a fait le buzz, effectivement, qui a couru, à savoir que les vannes de la Camouata, comme on dit vulgairement, se sont rompues et qu'il y aurait de l'eau propre ou sale, je n'en sais rien, et qui circulerait, participe de cette logique. La logique de créer la psychose au niveau des candidats d'abord, au niveau des parents ensuite, la logique de jeter un discrédit sur tous les maillons de la chaîne des examens, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des administratifs, que ce soit ceux qui sont au niveau de la pyramide. Et c'est pour cette raison que personnellement, je doute fort, et je l'ai déjà dit en d'autres occasions, qu'effectivement il y a eu de l'eau qui est coulée sous les ponts des examens, qu'il y a eu des fuites d'examens, parce que maintenant les gens profitent de la moindre occasion pour se faire de l'argent. Et avec les prouesses de la technologie, produire une épreuve qui semblerait peu ou prou à celle de l'OBC relève pratiquement du B à bas. Et c'est pour cette raison que les gens, nuitamment, autour de 2 heures du matin, 3 heures du matin, vont trouver des oies blanches, leur proposent l'épreuve qui va venir le lendemain et disent que c'est la bonne épreuve. Et lorsque cette épreuve n'est pas la bonne, ceux qui l'ont acheté dans la nuit, que ce soit les élèves, les candidats eux-mêmes ou les parents, personne n'ose en parler. Personne ne peut dire que ce n'était pas la même épreuve. Mais ceux-là qui profitent de ce chaos, j'estime que ce sont des pécheurs dans les eaux troubles de la détresse et qui envahit de plus en plus notre jeunesse, qui envahit de plus en plus nos enfants. Et c'est pour ça que j'estime qu'à l'heure de l'Internet, les réseaux sociaux me semblent infestés de museaux pour sots et qui se complaisent à vouloir toujours fuiner dans les fanges de la détresse, dans les bas-fonds de la misère, de la frustration populaire. Pour quelles raisons, je ne sais, Dieu le sait, mais nous sommes vraiment de ceux-là qui croient que ce n'est pas le fait du hasard. Toutes ces rumeurs qui courent par-ci, par-là, autour des examens d'abord. J'ai l'impression qu'il s'agit non seulement de jeter du discrédit sur notre système d'évaluation, sur notre système de diplomation et au-delà sur le pays tout entier. Parce qu'une session d'examen qui coulerait comme une rivière tranquille, sans cascade, ni rapide, ni chute, j'ai l'impression que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais dès lors qu'on dit qu'il y a des chutes, qu'il y a des cataractes, qu'il y a des dérapages, qu'il y a des noyades, qu'il y a de la fuite des examens, là au moins,
ceux-là que j'appelle les hiboux, pour reprendre une expression qui me semble à la mode ces jours-ci, se plaisent et se complaisent justement à vouloir montrer que nous sommes à l'heure du chaos. C'est pour dire que les prophètes de l'Apocalypse, et qui ne cessent d'annoncer la fin des temps en cette heure crépusculaire, cela est évident effectivement, se prévalent de vouloir jouer les prophètes du malheur. Et or, nous sommes dans une situation assez délicate où il faut faire absolument attention. Et moi, je crois que tout enseignant de bonne foi, tout éducateur de bonne foi, tout parent de bonne foi ne saurait se laisser aller à la facilité de dire qu'il y a des épreuves ou de dévoyer le circuit des épreuves. Pour avoir eu à proposer des preuves moi-même, pendant ma longue carrière, il y a des principes qui prévalent à la proposition des épreuves. 1. Ne jamais proposer une épreuve qui a été déjà proposée quelque part ou puisée dans les annales. 2. S'engager sur l'honneur à ne la proposer nulle part, ni à ses propres élèves, ni aux autres élèves. Et on les envoie sous anonymat. Et au niveau de la centrale, il y a certainement une cellule qui choisit les épreuves, je dirais à la limite au hasard, mais selon des critères qui sont inconnus du petit peuple. Et dit maintenant que ce petit peuple peut avoir accès à ces épreuves-là, me semble vraiment délicat. Et quand on voit toute la peine que le fils du baccalauréat prend pour sécuriser, pour sceller, pour fermer les vannes. J'ai connu une époque où effectivement c'était plus ou moins facile, nous n'avions pas encore l'internet, on n'avait pas des ordinateurs, où c'était encore manuel, mais au fur et à mesure, je peux vous le dire personnellement pour mon expérience, que j'ai vu que le fils du baccalauréat montait en grade, en force pour la sécurisation des épreuves, et les chefs d'établissement, les chefs de centre savent effectivement quels risques ils encourent si jamais ils se laissent aller à la tentation. La preuve, c'est pas les chefs d'établissement qui gèrent les preuves. Lui se contente du volet administratif. Il y a tout un chargé de mission et dont la vigilance est toujours accrue et qui vient veiller sur la sécurité des épreuves. Et la preuve, chaque fois qu'une épreuve doit descendre, on la présente aux candidats eux-mêmes pour qu'ils attestent que l'enveloppe est encore scellée. Et je peux vous dire que ces scellés, les scotch et tout le reste ne sont pas à la portée du premier libraire venu pour dire qu'on a acheté ça sur le marché. Donc, personnellement, cette rumeur-là, est de nature à jeter le discrédit sur notre système d'évaluation et au-delà du système d'évaluation sur une stabilité qui ne semble pas plaire à tout le monde. Alors, monsieur le proviseur, vous qui en avez fait du temps dans l'enseignement, notamment dans les différents lycées et collèges au Cameroun, alors d'où vient cette expression de l'eau qualifiée pour utilisée pour qualifier cette fuite-là? C'est-à-dire qu'elle a souvent eu à couler de par le passé? Je dis que je suis de la vieille génération et j'ai été de l'époque où les épreuves n'avaient pas les mêmes mesures de sécurité que celles d'aujourd'hui. Et il y a eu effectivement dans les années, il y a des lustres effectivement, des moments où quelques bourdes ont pu faire qu'un chef d'établissement, un chef de centre sorte une enveloppe alors que c'est pas celle-là qui aurait dû sortir et brusquement l'épreuve se trouve dehors parce qu'il n'a pas bien respecté le chronogramme de sortie des épreuves. Et avec la multiplication des photocopieuses, les épreuves sont... Et c'est pour cette raison qu'à l'époque, l'expression était la suivante, que la SNEC a rompu les vannes, qu'au bouffe, je m'excuse de l'expression parce que c'était lui le directeur de la SNEC à l'époque, on dit les affaires, me dit le bouffe est dehors, c'est-à-dire l'eau est dehors. Et selon que ce taux est propre, c'est-à-dire que c'est effectivement la même preuve qui est venue, ou bien que ce taux est sale, c'est-à-dire qu'elle est non potable, effectivement. C'est pour cette raison que ces expressions des années 70, effectivement, moi j'ai commencé à insérer à interroger au baccalauréat, à corriger le baccalauréat dans les années 77. Effectivement, vous n'étiez pas né, je m'excuse, mais au lycée Leclerc, on savait, mais c'était quand même assez bouclé. On corrigeait, chacun allait corriger chez lui. C'est pas que maintenant où tout le monde corrige en salle. Et on se retrouvait au lycée Leclerc le matin, chacun amenait ses épreuves, on venait d'horizons divers, mais là on était bloqué en une journée, il fallait
définir absolument les libérations, même si on doit proclamer les épreuves, les résultats dans la nuit des admissibilités, puisque ça existait à l'époque, jusqu'à 2h du matin. Et à 7h du matin, vous commencez l'oral, et ça durait 2 ou 3 jours. Donc c'était bouclé pour éviter ces dérapages-là. Donc l'expression de l'eau est le propre de certains candidats. Justement, de cette époque-là, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, mais pour dire que, certes, à une certaine époque, c'est pas les enseignants, c'est pas les inspecteurs, mais à l'époque où c'était encore la Renéo, quelqu'un pouvait facilement prendre le support du stencil, peut-être, et pouvoir donner l'impression qu'il joue d'une épreuve. Mais en fait, de grâce, évitons de croire que notre système d'évaluation, de certification, de diplomation est poreux. Et au contraire, je crois qu'il est suffisamment verrouillé et ceux qui sont sur le champ scolaire peuvent l'encaisser. Alors, vous faites bien de prononcer cette dernière phrase. On va justement avoir confirmation avec vous, Pascal Armand Boyomo Ngok, surveillant général au collège catholique Notre-Dame de la Paix d'Info. Là-bas, les épreuves du bac se sont bien déroulées. Très bien, très bien, très bien. Moi, je suis surpris même quand j'apprends qu'il y a eu de l'eau. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que nous avons un système d'examen assez sérieux. Déjà assez solide et assez sérieux. En Fou, comme partout ailleurs, parce qu'au Cameroun quand même, mais je m'attarde seulement en Fou, nous n'avons vraiment eu aucun problème. Dans toute la zone même, que ce soit au sous-centre du lycée classique d'Infou et les sous-centres environnants. Donc je suis quand même surpris d'entendre que de nos jours, on puisse encore parler d'eau qui a coulé, excusez-moi le terme. Et ce petit tambouranisme médiatique pour des gens qui tapissent dans l'ombre à la suite du proviseur, et ils sont priés de laisser le système évoluer. Nous avons un système assez sérieux, assez coxé, si vous permettez l'expression, assez dense. Et moi, je pense que nous avons l'un des systèmes les plus meilleurs au monde. Alors, on va immédiatement recueillir l'avis du docteur Frédéric Achille Nzanga Nkolo. Alors, vous, aujourd'hui, dans votre lycée, la même question tout à l'heure qu'à M. Boyomo Ngok, le bac s'est bien déroulé? Je peux vous certifier qu'évidemment, le baccalauréat s'est passé dans des meilleures conditions dans notre établissement. Il n'y a pas eu d'éventualité de fraude. Ça a été inexistant. Si nous rentrons sur les faits, la première journée du passage des épreuves, après la remise des épreuves aux élèves, leur réaction a été plutôt comme une déception. Parce qu'ils ont crié « Oh, c'est dur !» Mais grande avait été ma surprise qu'à la sortie, en nous connectant sur les réseaux sociaux, on réalise que, entre guillemets, les hiboux ont encore fait leur travail. C'est-à-dire dénigrer ou chercher des subterfuges pour lancer du discrédit à l'encontre du système éducatif, ce qui est malheureux, ce qui est regrettable. Alors, Germain-Claude Bernard Nzana, vous êtes promoteur d'un groupe de préparation au concours d'entrée dans les grandes écoles là. Si on en venait même aujourd'hui à ce baccalauréat là aujourd'hui qui est quelque peu vu de bas par certaines personnes, qu'est-ce que vous direz? Que représente le baccalauréat aujourd'hui pour vous? Merci madame de m'avoir passé la parole. Vu le niveau des étudiants que nous accueillons chez nous, le niveau est très bon. Aujourd'hui, j'ai reçu un étudiant qui est venu, qui veut préparer le concours de Polytech. J'ai eu à lui poser certaines questions. Il m'a répondu du genre, il attend que la mention, tout s'est bien passé. Bon, il n'a même pas parlé de cette affaire d'eau et autres qu'on dit là. Moi, je pense que c'est une affaire des réseaux sociaux. Certaines personnes qui veulent se faire de l'argent. C'est ce que nous vivons actuellement. Et, vous
sortez quelque chose et puis il y a beaucoup de vues et puis ça vous fait avoir beaucoup d'argent parce que rien n'a été de concret de ce qu'on dit de l'affaire d'Okia Poulet. D'après les sources que nous recevons des étudiants, des élèves qui viennent vers nous. Oui. Donc, tout se passe très bien. D'accord. Le niveau est bon. De ce qu'on reçoit. Le niveau est bon, monsieur le professeur. Avis partagé? Pour ce qui est du niveau de nos apprenants, aujourd'hui, nous sommes en 2021, c'est vrai qu'à toute chose, il faut savoir relativiser. Il n'y a pas d'absolu. Mais personnellement, pour avoir enseigné des années durant, pour avoir été inspecteur, je peux le dire, et cela avec une pointe d'amertume, et que le niveau général de nos apprenants, du primaire au secondaire, pour ne pas parler du supérieur que je ne maîtrise pas beaucoup, ne semble pas à la hauteur des standards académiques traditionnels, conventionnels, tels que nous les avons connus à une certaine époque. Il est vrai qu'on aime toujours à dire que les vieux aiment parler de leur époque, mais au fur et à mesure que la pédagogie a évolué au Cameroun, nous avons connu certaines importations pédagogiques qui ne cadraient pas nécessairement avec notre environnement. Je prends des exemples simples. On est passé au niveau primaire de la méthode syllabique, B-A-B-A, P-A-P, et ainsi de suite, aux méthodes dites globales, où un enseignant avait un dessin, pouvait dire Fatih et Rémi, mais il ne pouvait pas désigner Fa, ni Ré, ni Mi. Donc, et c'est ainsi, et en plus, dans l'école primaire, on a encore au niveau de passage en classe supérieure, on perd de vue que l'école est sélective à souhait. Mais on a voulu remettre en cause la sélectivité de l'école. Parce qu'à l'école prévaut, je peux dire, ce principe de niche. Périssent les faibles et les ratés. Et encore qu'on les aide à disparaître. Premier principe de l'humanité. C'est pour dire que autant la nature est sélective, autant l'école est sélective. Mais quand on a promu un certain nombre de méthodes de passage, on dit maintenant c'est la promotion collective, il n'y a plus de redoublement, il n'y a plus de zéro, ce n'est plus l'époque de 5 fautes de grammaire zéro, non, parce qu'il a quand même pu écrire, qu'il écrit photo avec PH ou photo avec O, vous avez quand même su ce qu'il a voulu dire. Ça a créé nombre de dérapages, au point que nous recevons en 6e des élèves qui ne savent même pas lire. Je le dis sans embâche. Nous avons en terminale des élèves qui ne peuvent pas faire les dictées de Mamadou Ebineta d'une certaine époque où justement c'était la grammaire traditionnelle objective de l'orthographe. Donc, bien sûr, on dirait que les méthodes ont changé, nous sommes à l'heure de l'Internet, nous sommes à l'heure de la communication, l'essentiel étant de communiquer, il n'est pas question d'aller chercher dans les racines grecques ou latines, je veux bien. Mais ce niveau, je parle du français, je parle de la philosophie que j'ai connue également, et maintenant on a ramené la philosophie au niveau de la classe de seconde. À l'époque, c'était en terminale. La philosophie, c'était encore, je peux dire, la reine des connaissances. Mais maintenant, on a mis en seconde. Or, en seconde, c'est des élèves de 15 ans, de 16 ans, qui n'ont pas encore les aptitudes intellectuelles à la réflexion critique, parce que la philosophie a pour but d'amener l'apprenant à la réflexion critique, à la réflexion personnelle, à la remise en cause, au refus des opinions admises et des conventions établies. Mais pour un enfant qui est encore à peine sorti de l'adolescence, c'est bien parce que ça a pu décanter peut-être les programmes qui étaient lourds pour une seule année de terminale. Je le reconnais, puisqu'on n'avait pas toujours l'opportunité d'épuiser le programme, parce que les élèves allaient faire autre chose dans le supérieur que la philosophie. Mais je dis quand même qu'avoir ramené à ce niveau-là, alors que ces élèves ne sont pas encore suffisamment matures, Hegel dit si bien, c'est à la tombée du jour que l'oiseau de Minerve prend son envol. L'année de même au niveau de l'école, c'est après le cycle secondaire, quand on a déjà quand même 18 ans, presque de 20 ans, qu'on a déjà assez mûr parce qu'on a déjà accumulé l'expérience de la vie vécue. Et on peut prendre du recul pour réfléchir sur le vécu existentiel et apporter maintenant son point de vue personnel. Donc, ces changements pédagogiques importés d'autres cieux sous nos tropiques, effectivement,
enseignement ne me semblait pas favorable. La preuve, lorsque nous qui avions peut-être eu aussi la malchance d'aller voir comment ça se passe chez eux, on se rend compte que c'est pas la grande sérénité. Ils sont obligés maintenant, eux aussi, de revenir à cette ancienne méthode. Et je crois, j'ai suivi un responsable dernièrement qui disait que on va reproduire un manuel syllabaire dans les enseignements du français, parce que c'est comme le B.A.B. En plus de cela, la lecture. Je parle peut-être pour ma chapelle, parce que je suis écrivain, j'ai produit 4 ouvrages déjà, j'en ai 10 qui sont prêts. Donc, les élèves ne lisent plus. L'avènement de l'Internet, l'avènement des SMS, l'avènement de ce qu'on appelle aujourd'hui la génération Android, qui se contente du son et de l'image, n'est pas propice à la culture. La culture, c'est d'abord dans les livres. Or, nos enfants ne lisent pas, leurs parents ne lisent pas, nos enseignants même n'écrivent pas. Mais je me demande comment on peut être un enseignant, répétiteur tout simplement des connaissances des autres, et qu'au bout de 20-30 ans, on ne puisse même pas écrire pour laisser quelque chose. Mais c'est pour cette raison que, ayant donc substitué à la civilisation de l'écriture, celle de l'orature, ou celle de verbe, parler tout simplement, la bouche, effectivement, et qui promeut, je crois que ça a créé un certain nombre de dysfonctionnements dans notre système. Je ne veux pas dire que nos enfants sont faibles. Je ne veux pas dire que nos enseignants sont incompétents. Pas du tout, parce qu'on parle bien maintenant de nouvelles méthodes, APC, approche par compétence. Vous n'allez pas juger une carpe à son aptitude à grimper sur les arbres. Donc, il faut que la carpe soit dans son milieu, à savoir l'eau, pour pouvoir nager, et laisser le singe dans le sien, à savoir grimper. Donc, c'est autant de choses. Et avouons-le aussi, notre système est assez lourd. Parce que pour un seul enfant de première, de terminale, si vous voyez le nombre de matières qu'on lui impose, le nombre de connaissances qu'on lui inculque, il faut vraiment que ce soit une gageure pour qu'il réussisse. Et maintenant, de plus en plus, il y a une folle engeance qui vient de s'installer dans le monde de l'enseignement et qu'ils appellent avec beaucoup de pompe les répétiteurs. Nous, on n'a pas connu de répétiteurs à notre époque. L'enfant savait que c'est à l'école qu'il doit s'efforcer de comprendre, de travailler. Maintenant, l'enfant se dit, bon, tant qu'à faire, il y aura un répétiteur qui viendra me donner des cours particuliers au garage de mon père ou dans la cuisine de ma mère. Mais c'est là, or ces répétiteurs, ce sont avant tout des chasseurs de primes. Ils viennent chercher un peu d'argent, faire semblant qu'ils savent quelque chose, et c'est pour ça qu'ils viennent enseigner, et quel enseignement. Et on se rend compte qu'à la fin de ces répétitions, très souvent le seul diplôme se mesure à l'amplitude du ventre. Docteur, réaction? Bon, par rapport à l'intervention de notre cher proviseur, je ne peux que m'incliner tout en renchérissant ce qu'il vient de dire, qu'il faudrait peut-être relativiser un tout petit peu le niveau d'éducation au Cameroun. Et puisque si on veut le parfaire, on devrait d'abord revenir sur l'origine, c'est-à-dire les causes. Et à ce niveau, je ne pense pas qu'il serait judicieux de questionner les textes, parce que les textes sont bien ficelés. Si on se situe d'un point de vue théorique, tout est correct pour amener l'élève à mieux réussir à son examen. Mais à quel niveau il y a le problème? Le problème, à mon sens, est à 3 niveaux. Le premier niveau est au niveau familial, le parent. Nous avons l'impression que les parents abandonnent leur rôle au profit de l'enseignant. Ils se disent que c'est à l'enseignant de corriger leurs erreurs. Parce que les prémices de l'éducation se font à la maison. 0, 8, 9 ans. C'est là où il faut discipliner l'enfant, il faut l'aider à forger une certaine discipline, une certaine personnalité. Le deuxième niveau, c'est au niveau
niveau des jeunes qui se retrouvent en train d'embrasser, compte tenu du contexte, certaines professions sans vocation. En faisant une certaine comparaison entre ce qui se faisait à l'époque de notre cher proviseur et ce qui se fait aujourd'hui. À son époque, les gens embrassaient les professions parce qu'ils avaient la vocation. Mais aujourd'hui, à cause du contexte socio-professionnel difficile, il n'est pas toujours évident de dire que je veux être pilote et 10 ans plus tard, vous devenez pilote. Et le dernier niveau, c'est à l'élève. Il faut se dire la vérité. Nos enfants paraissent. Ils ont adopté, ils ont privilégié, ils ont enraciné le culte de la paresse, le moindre effort. Et cela pourrait peut-être être dû à l'arrivée de la mondialisation avec les réseaux sociaux où, entre guillemets, nos influenceurs, influenceuses les habituent à ce qu'il est très facile d'avoir de l'argent à travers des vues. C'est peut-être ce qui pourrait justifier les personnes tapées dans l'ombre, dans l'unique but de se faire de l'argent, à inventer un slogan pour pouvoir faire du raquettage. Je pense que voilà, de manière stratégique, les causes réelles de cette relativisation du niveau d'éducation dans notre pays. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est une question vraiment qui mérite d'être posée. Il faudrait que chaque maillon de la chaîne puisse jouer son rôle. Chacun doit jouer sa partition. C'est-à-dire? À la maison, le parent, c'est vrai, le contexte est difficile, mais doit toujours trouver un petit temps pour éduquer, inculquer les valeurs à son enfant. Aussi, il devra travailler en collaboration avec le reste des acteurs de la chaîne éducative, notamment les enseignants, les conseillers d'orientation qui sont mieux placés pour renseigner à ceux derniers la véritable personnalité de son enfant. Parce qu'il faut se le dire, les enfants ont une double personnalité. L'image que votre enfant a à la maison n'est pas la même qu'il affiche à l'école. Nous avons eu certains cas dans notre établissement où, en convoquant les parents, ils ont été désagréablement surpris de la personnalité que leur enfant affiche à l'école. Au niveau du corps éducatif, le moins que je puisse dire, c'est que chaque membre devra travailler avec professionnalisme, conscience professionnelle et veiller à se recycler. On ne devrait pas toujours attendre tout de l'État. Les nouvelles techniques de l'information et de la communication nous ont facilité tellement de choses. Les documents sont à notre portée. Il suffit tout simplement de faire sa petite recherche, question de se mettre à niveau. Et aux enfants, je voudrais leur adresser un conseil. Rien de grand ne s'est toujours accompli sans difficulté à surmonter. Alors, s'ils veulent devenir des personnes honorables, des personnes respectables, des personnes imposantes, charismatiques dans la société, ils devront ménager leur monture dès à présent, en travaillant dur, comme si c'était la dernière chose qu'ils devront faire sur cette terre. Merci.
Alors, Pascal Armand Boyomo Ongok, vous qui êtes surveillant général, est-ce que vous avez, tout au long du parcours de ces bacheliers-là, appelés à prendre une autre route, bien sûr, si conclusion positive il y a après les résultats à ce baccalauréat, est-ce que vous avez senti qu'ils ont des comportements un peu bizarres par rapport à la norme? Cette question, je peux dire que c'est une hémorragie. C'est une hémorragie parce que si il y avait plusieurs collègues, ils allaient répondre comme je vais répondre tout à l'heure. L'éducation a foutu le camp. À l'époque, je n'étais pas à l'époque du proviseur, mais je reviens un peu, on avait ce qu'on appelle la crainte et le respect de l'enseignant. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, moi cette année, je veux prendre des exemples. J'ai saisi des jeunes avec les stupéfiants, par exemple. C'est la routine. Si on va dans tous les établissements, ils font ça. Les jeunes de maintenant, ils ne respectent même plus l'aîné. Parce qu'on dit souvent, comme le collègue disait tout à l'heure, que qui va aller loin doit ménager sa monture. Le jeune de maintenant, les enfants se laissent aller dans tout ce qui est mauvais, en fait, et laisser le chemin que nous montrons. Et cela, c'est pourquoi, parce que je reviens sur les 3 maillons qui interviennent en ce qui concerne l'éducation. Je reviens dans le maillon familial, parce que le docteur tout à l'heure a été très souple. Quand un parent vient gronder un enseignant devant son enfant, ça arrive. Oh, le surveillant ne m'aime pas, le surveillant. Il y a ça. Les parents ont complètement abandonné l'éducation. Et ils sont prêts à acheter même pour qu'on fasse avancer l'enfant. Moi, excusez-moi, je reviens un peu dessus. Excusez-moi de revenir en arrière. Quand un élève en terminale t'écrit par exemple Afrique avec 2 F, c'est pas bien. C'est un scandale. Et tout ça, c'est pourquoi l'enfant va arriver à l'école. Il sait qu'il doit composer des mains, mais il s'arrange à venir sous. Et quand on va renvoyer l'enfant... Au lycée, étant sous. Et au lycée ou à l'école, lui étant sous. Parce que nous les prenons tous les jours, avec ils appellent ça les sachets, avec les grogues de toutes sortes. Parfois même des poignards, des couteaux. Nous prenons nos enfants avec ça. C'est pourquoi je reviens dessus sur d'abord le premier maillon, qui est le maillon familial. Maintenant, je vais toucher l'apprenant lui-même. Nos enfants, de nos jours, ils se disent, plus peut-être à un moment donné l'école, on facilite les choses, plus nos enfants deviennent, je peux dire, abrutis. Abrutis dans le sens où ils sont devenus des partisans du moindre effort. Pour eux, l'école ne doit plus être un piège. Et je reviens aussi sur l'enseignant. Vous voyez, beaucoup de contextes quand même. Nous sommes dans un contexte socio-politique aussi, qui, en cette année, n'a pas bien joué, a joué un peu à la défaveur des apprenants. Parce que il y a eu des grèves que nous connaissons, qui n'ont pas permis que les programmes finissent. Il y a eu, pour certains, les programmes ne sont pas finis. Il y a eu, nous allons prendre la peur même d'aller composer pour certains candidats. Il y a eu beaucoup de choses. Mais ce que moi je pense, il faut que l'éducation au sens primaire, familial, reprenne d'abord corps. Et comme ça les choses iront. Parce que les parents sont parfois surpris du comportement de leurs enfants à l'école. Et quand bien même nous prenons des décisions, ces mêmes parents sont prêts à insulter, excusez-moi le terme, mais c'est mieux, il faut dire les choses telles qu'elles sont prêts à porter des propos dévaluants vis-à-vis de l'enseignant et le plus souvent devant les enfants. Bon, l'enfant même qui veut profiter, comment est-ce qu'il va regarder cet enseignant? Donc moi je me dis que pour que les choses aillent, nous devons rentrer dans l'éducation. C'est-à-dire le parent doit prendre sa place, l'apprenant doit prendre sa place et l'enseignant aussi sa place. Et comme ça, les choses iront. Alors, Pascal, ou alors Germain Claude Bernanzana, tout à l'heure, vous trouvez que
le système ou alors le niveau était bon, c'est compte tenu du fait que vous ne recevez que des meilleurs? Bon, à ce niveau, je ne peux pas, comme je ne suis pas sur le terrain, dans les écoles, dans les établissements scolaires. Vous savez, dans nos différentes formations, nous recevons des élèves qui viennent un peu de partout. Je ne sais pas si c'est ceux qui sont meilleurs. Quand ils arrivent vers nous, nous travaillons avec eux et nous découvrons que certains sont bons. Et automatiquement, on peut se dire que tout se passe bien dans les établissements. Bon, effectivement, comme le surveillant général est en train de dire là, bon, nous comprenons que parmi eux, il y a toujours des brebis galeux. On retrouve toujours. Il y a toujours des étudiants qui se retrouvent avec nous, qui sont tellement dérangeants. Oui, peut-être l'enseignant qui travaille, il se plaint, il dit que vraiment, quand il fait cours, il fait du désordre, il dérange les autres. Il y a toujours, ça existe. Bon, tel qu'il disait, le problème se trouve dans divers niveaux. C'est-à-dire à la maison, avec les parents, et puis l'affaire qui est arrivée, cette mondialisation qui est arrivée parmi nous, là, l'affaire des réseaux sociaux. Là. Parce que je pense même que c'est ça qui vient donner un coup de marteau à notre éducation. Parce que l'affaire des réseaux sociaux, là, c'est en train de prendre un coup sérieux sur l'éducation dans notre pays. Parce que tout, vous voyez, on parle de l'eau là, c'est parce que quelqu'un a publié quelque chose dans les réseaux sociaux. Ça a pris une forme impensable. Tout le monde s'est dit qu'il y a eu l'eau. Oui, ça se retrouvait partout. Tout le monde se disait qu'il y a eu l'eau. Et pourtant, quand tu vas vers un élève, aucun ne se reconnaît. Automatiquement, on se rend compte qu'il n'y a pas eu l'eau. Bon. Il faut juste, je me dis que avec le temps, peut-être l'État va voir comment faire, comment revoir le système, surtout avec cette affaire des réseaux sociaux. Je pense qu'on peut contrôler ça. Oui, on peut contrôler les réseaux sociaux, voir ce qu'on peut utiliser ici chez nous dans notre pays, surtout pour nos apprenants, pour qu'ils se retrouvent. Et puis à la maison, les parents peuvent voir au sein de la famille. Parce qu'à l'école, quand l'enfant se retrouve à l'école, automatiquement, l'enseignant se retrouve avec plus de 50 élèves. Il ne peut pas les contrôler tous. Il va prendre ceux qui sont intéressés aux études. Parce qu'il y a ceux qui dérangent et ceux qui sont vraiment intéressés aux études, il va s'occuper d'eux normalement. Donc je pense que si tout se passe bien dans les lycées, automatiquement, les étudiants que nous allons recevoir seront bons. Alors, on parle dorénavant des perspectives même de ce baccalauréat aujourd'hui. Un baccalauréat, pourquoi? Qu'en faire? Bon, au terme de ce que vous dites, le baccalauréat ouvre beaucoup de portes au Cameroun, peut-être au monde même, on peut dire. Parce que je pense que c'est le premier diplôme universitaire. Un enfant qui passe son baccalauréat, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de formations professionnelles. Il y a même des concours pour travailler au compte de l'État. Donc, il y a beaucoup d'ouverture après son baccalauréat. Alors, monsieur le conseiller d'orientation, vous qui avez reçu ces candidats-là au baccalauréat qui sont désormais appelés à prendre diverses routes, dites-nous, avant d'arriver à ce niveau-là, est-ce que vous leur tenez déjà la main depuis la 6e? Naturellement, Madame Carlet, que nous le faisons au quotidien. Parce que les fiches de progression et non que cahier de charge prévoient des sessions de formation qui vont dans le sens de l'accompagnement de l'apprenant vers l'insertion socio-professionnelle. Par exemple, en classe de 5e, il y a un cours sur le choix des séries. En 4e, en 3e, il y a une orientation, filière scientifique,
filière littéraire. Et en terminale, il y a une série de textes qu'on administre à l'apprenant pour essayer de voir son intérêt professionnel. Parce qu'à partir de ce texte, on peut savoir l'enfant possède quelle prédisposition pour une profession ou une formation professionnelle. En fonction donc des résultats du texte, on dira à l'enfant que bon, les tests révèlent que si tu... Bienvenue sur la table du débat Twilight qui se poursuit ce soir dans sa seconde phase, notamment la question de la perspective ou des perspectives aujourd'hui après l'obtention du baccalauréat. Et Dr Frédéric Achille Nzanga, vous aviez la parole notamment pour nous situer sur ces orientations-là, comment elles se font, notamment avant d'arriver en classe de terminale pour composer qui mène au baccalauréat. Merci de me redonner à nouveau la parole. Comme j'étais en train de le dire il y a peu, avant le thème du baccalauréat, c'est-à-dire pendant le déroulement des enseignements, nous menons certaines activités dans le but ultime d'amener l'élève à se connaître lui-même et à connaître le marché du travail. En se fondant sur le premier volet, c'est-à-dire la connaissance de soi, nous avons un certain nombre de textes qui nous renseignent à suffire sur cette attitude, c'est-à-dire ses points forts et ses points faibles. Nous avons par exemple le texte de personnalité, nous avons la batterie croisième, le test de raisonnement logique et plein d'autres batteries de textes. Maintenant, sur la connaissance du milieu professionnel, c'est-à-dire du marché du travail, au-delà des textes, notamment le texte d'intérêt professionnel, nous organisons certaines journées dans le but de rapprocher l'apprenant des professionnels en vue de susciter, autant pour moi, en lui une certaine vocation. C'est pourquoi, à l'occasion de la journée nationale d'orientation scolaire ou encore des carrefours métiers que nous organisons en cours d'année, nous invitons de nombreux professionnels de tous bords, les responsables des IPES, les ingénieurs, les architectes, les journalistes, les hommes en tenue. Question, comme je le disais, de susciter en l'élève une certaine vocation. Et nous ne nous limitons pas à ça. Nous, généralement, au lycée Belen de Coleton, après le baccalauréat, comme nous continuons à maintenir un lien avec nos apprenants, nous avons mis sur pied une stratégie, les sensibiliser sur les filières professionnelles et les différents métiers. Et tout en restant ouvert à leurs sollicitations, aux préoccupations. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire. Et nous pensons bien que si l'élève s'adonne, il pourra mieux être orienté et pourquoi pas plus tard décrocher un emploi ou s'auto-employer. Alors aujourd'hui dans les lycées et collèges, notamment de l'enseignement général, c'est toujours l'apprenant, c'est-à-dire l'élève qui choisit je veux faire la A ou la C? À ce niveau, il y a une synergie d'action dans l'intérêt de l'apprenant. Il y a l'avis de l'élève qui compte, peut-être majoritairement. Il y a
la vie et il y a la vie du parent, ainsi que les résultats du texte. Pourquoi je fais intervenir la vie du parent? Parce que si je prends une hypothèse d'école, votre enfant veut devenir ingénieur. Et nous savons que les études d'ingénierie coûtent très cher et que le parent est un débrouillard qui n'arrive pas à réunir à la fin du mois 90 000 ou 100 000. Il sera difficile pour l'apprenant d'atteindre ses objectifs professionnels. Alors, dans le but d'aider l'apprenant, on essaye de faire un ratio, question de voir par rapport aux moyens de ses parents, par rapport au capital culturel, qu'est-ce que l'enfant peut bien faire. Il va de soi. Un enfant qui a pour père un professeur d'université a les meilleures chances de poursuivre des longues études parce qu'il va bénéficier du capital culturel de son papa. Alors, c'est entendu, Monsieur Moïse Ndomo en vos mots, proviseur. Aujourd'hui, baccalauréat obtenu, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les perspectives, selon vous? Quoi? Baccalauréat? Ou de là même, on peut dire quoi? Réponse, diplôme, qui s'appelle BEPC, probatoire, baccalauréat, et au-delà, licence, master ou même doctorat. Mais deuxième question, pourquoi? La réponse traditionnellement admise depuis l'école, c'était pour travailler. Travailler où? Dans la fonction publique, dans le parapublic, dans le privé. Erreur, monumentale erreur. Le baccalauréat n'a pas fait pour fonction d'ouvrir les perspectives d'un emploi salarié. La licence n'a pas pour fonction de vous insérer pour devenir col blanc derrière un bureau capitonné et un bureau climatisé. Le baccalauréat, la licence, le master, bref, le diplôme en général, est avant tout une ouverture d'esprit. Il permet à l'enfant de devenir homme dans la dimension supérieure qui fait de lui un homme, l'esprit. Et c'est la pensée cognitive et la pensée créatrice de l'enfant qui doit l'amener maintenant à se créer lui-même d'abord, se forger une personnalité, créer un environnement propice pour qu'il puisse mieux s'insérer. Et c'est pour ça que de plus en plus on parle de l'auto-emploi. Aujourd'hui, les élèves désespèrent de l'école. Une école sans métier, quel avenir? Et c'est pour ça que les élèves désespèrent l'école. Les parents même désespèrent l'école. Parce qu'ils se disent que quand on voit le nombre de jeunes gens bardés de diplômes, mais qui rasent les murs de la précarité existentielle parce qu'ils sont sans emploi ou sous-employés, c'est pour ça qu'ils disent dans l'école, pourquoi? Mais alors faut-il brûler l'école? Je dis non. L'école doit revenir à ses fondamentaux. L'école est une institution d'éducation, de formation aux valeurs. Et c'est pour cette raison que l'école s'inscrit dans le triptyque des cercles qui forment les valeurs. Premier cercle, la famille. Deuxième cercle, l'école. Troisième cercle, l'église. C'est au sein de ce cercle que se façonne dans l'éducation où on inculque ce qui vaut la peine, qu'on appelle valeur, les principes fondamentaux. Que ce soit le vrai dans l'ordre de la connaissance, le bien dans l'ordre de l'action, le beau dans l'ordre de la création, de la contemplation. Et c'est ça qui entraîne dans toutes les valeurs de paix, de justice, d'amour. Et c'est parce qu'on s'est imprégné de ces valeurs que l'enfant devenu mature devient donc un homme responsable. Or, qu'est-ce que être responsable? À cette question, Saint-Exupéry répond seulement. Simplement, être homme, c'est précisément être responsable. C'est quand la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est quand être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Voilà le vrai problème. Poser sa pierre, si modeste soit-elle,
en tant que paysan, en tant qu'agriculteur, en tant que ceci. Donc l'enfant doit s'approprier son destin d'homme dans la créativité de soi, la créativité de l'environnement, et comprendre que au lieu de rester là à attendre qu'une quelconque manne tombe d'un quelconque ciel de la fonction publique ou du parapublic, qu'il comprenne que le baccalauréat est avant tout une ouverture d'esprit. Et le drame, c'est que l'éducation ayant donc débordé, étant sortie de ce cercle-là, l'éducation est descendue dans ce que nous appelons le milieu diffus, le milieu confus, la rue, les mauvaises compagnies, les mauvaises lectures. Maintenant, il y a Internet et tout là, c'est pour ça qu'on appelle génération Android. Or, quelles sont les contre-valeurs que véhiculent ces nouveaux médias de la mondialisation? C'est les valeurs du sang, du sexe, de la violence. Regardez les petits-enfants quand ils jouent chez vous. Avec du simple papier ou n'importe quel brindis, la culture de la mort, la culture de la violence. C'est ça qu'on inculque à nos enfants à longueur de journée dans les films qu'ils regardent, les bandes dessinées et tout. C'est chacun qui veut être Sangoku. C'est ça, et porter une épée derrière. C'est ça le drame de nos sociétés aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous autres, qui, comme tous les vieux, continuons à nous exclamer « Ô tempora, ô mores, autre temps, autre mœurs », nous regrettons cette époque où effectivement le parent, et quand il dit c'est pas seulement le parent naturel, père-mère, mais le parent culturel, l'éducateur est un parent. Justement, ces parents ont perdu de leur dignité. Et pourquoi aussi? Il ne faut pas perdre de vue que la société est responsable, en partie, de la décrépitude, de la dégénérescence de notre école. Redonnons la dignité à l'enseignant. Redonnons la dignité à l'éducateur. Parce que Samba Diallo ne sont devenus grands que parce qu'ils ont appris à lire et écrire couramment grâce à Maître Diallo. Ça veut donc dire que le maître doit rester maître. Au lieu d'être ce décimètre aujourd'hui qui se réduit à la portion congrue, qui est insulté par ses élèves, qui est clochardisé, qui marche à pied et qui... Et si l'enseignant n'a pas de valeur dans notre société, à qui voulons... Et c'est pour cette raison que les prophètes de l'eschatologie qui prédisent la fin du monde surfent sur une peur, la peur de l'inconnu, la peur de ce crépuscule qui s'annonce. Et c'est pour ça que sur le niveau de l'école ou à tous les autres niveaux, on ne fait de prédire que ça va mal, ça va très mal. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur un volcan. Si d'aventure le maître ne reprend pas sa place en tant que mesure, maître cette fois-ci avec un accent grave, que le maître devient la mesure, le maître, la mesure de la société. Donc redonner confiance et dignité à l'enseignant. Alors, Monsieur Boyomo Ngok, aujourd'hui en bac, pourquoi? Que doit-on en faire? Bon, à mon niveau, je serai de ceux qui pensent que nous devons travailler d'abord, travailler avec les conseils d'orientation d'abord. Parce que parfois c'est ennuyant qu'un enfant arrive en terminale, il ne sait pas ce qu'il doit faire au supérieur. Il y a ça. Et puis le deux, nous sommes dans un pays émergent. Émergent veut dire, nous sommes appelés à évoluer. Il faut des ingénieurs, il faut pour que le pays se développe. Et le pays ne va pas se développer seulement avec des gens qui savent lire et écrire. Il faut des ingénieurs, il faut des gens qui savent faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui en entreprise, parfois, quand tu arrives, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Quand tu cherches un emploi, c'est pourquoi tout à l'heure, quand M. le Proviseur a parlé de l'auto-emploi, quelque part, a raison. Mais il faudra qu'on encourage. Parce que je pense beaucoup plus pour notre pays. Nous voulons que notre pays soit émergent, nous voulons que de garder, que d'entrer, il y a souvent cette expression-là, que de rentrer dans nos universités d'État, où on parle souvent que ce sont les cimetières des bacs. Non. Aujourd'hui, nous devons sortir de là. Nous devons sortir de là. Il faut que le jeune qui prend le baccalauréat aujourd'hui sache qu'il y a il y a une vocation précise par rapport à son baccalauréat. Il sait que maintenant, vous voyez, j'encourage peut-être l'enseignement technique aujourd'hui
avec les nouvelles perspectives. En enseignement technique, vous voyez, maintenant, on les envoie en stage dans des petites structures. Dans les petites structures, déjà pour te montrer exactement ce que tu veux faire dans la vie. Donc, avec oui. Donc, quelque part, regardons aussi un peu notre système et ramenons-le au niveau de tout un chacun. Merci. Alors, Monsieur Nzana, votre mot de fin? Alors, ce que je peux dire, c'est d'encourager nos jeunes à reprendre vraiment le chemin de l'école pour que tout se passe bien. Et puis, ce que je peux leur dire, c'est chercher à connaître ce qu'il faudra après le baccalauréat, chercher à se professionnaliser. Docteur Nzanga, on n'a plus beaucoup de temps, merci. Je pense simplement que les acteurs... 30 secondes. Que les acteurs opérationnels du système éducatif, chacun ce qui le concerne, doit jouer son rôle pour le bien de tous. Monsieur le proviseur, un mot de fin. Vivement le réarmement moral, intellectuel et spirituel de notre jeunesse aujourd'hui désemparée. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, nous allons avoir le réarmement moral, intellectuel et spirituel. Voilà donc ce qu'il fallait dire, ce qu'on a pu dire sur ce plateau concernant le baccalauréat. Copie rendue et perspective, c'était la thématique de Twilight de ce 3 juin 2024. Merci à vous de nous avoir regardés, à nos panélistes Moïse Ndoumou Mvomo, Plègue, professeur de lycée de l'enseignement secondaire, professeur de philosophie à la retraite, proviseur émérite, écrivain et puis conseiller régional du Sud, Dr Frédéric Achille Nzanga Nkolo, conseiller principal d'orientation scolaire, universitaire, professionnel en service au lycée bilingue de Nkoleton, Pascal Armand Boyomo Ongok, surveillant général au collège catholique Notre-Dame de la Paix d'un Fou, et puis Germain Claude Bernard Nzanga, promoteur d'un groupe de préparation au concours d'entrée dans les grandes écoles. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Nos programmes se poursuivent en compagnie de CRTV News.